Merci, professeur Mainviel, d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes notre deuxième orateur pour cet après-midi. Je vous présente en quelques mots, vous reviendrez peut-être dessus, professeur à l'École Polytechnique et également directeur de recherche au CNRS, responsable d'une mission de développement de parcours innovants au sein du Centre régional de lutte contre le cancer à Gustave-Roussy. Donc voilà, merci infiniment pour être là dans cet après-midi traitant de la question du e-patient à la e-santé. Continuez de poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas, on les relaiera au professeur Mainviel et à Madame Rosset sur la fin de webinaire en conséquence. Je vous laisse toute la place. Monsieur Mainviel, et encore merci pour votre présence. Merci Madame Rosset pour son intervention juste avant. Merci beaucoup de votre invitation, Monsieur Aubry, parce que c'est très gentiment que vous m'avez invité et qu'on a préparé la réunion. Je suis ravi de voir Emmanuel Ruche, donc c'est quand même s'il y a du monde, je me permets d'adresser tout mon souvenir amical à Emmanuel. Je suis ravi de le voir en forme. Finalement, il n'y a que les lunettes, mais il n'a pas changé, le professeur Ruche, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Merci à toi. Surtout dans le contexte actuel. Je voulais vous dire ma position par rapport aux propos que je vais tenir, c'est-à-dire que je n'ai pas de position à défendre sur le sujet. Ça ne veut pas dire que les personnes qui défendent une position ne sont pas légitimes, bien au contraire. C'est par certains côtés un combat, cette reconnaissance de l'empowerment et de l'engagement du patient. Et je crois que Mme Rosset en a fait une démonstration très, très claire et très, très carré pour situer le sujet. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis un chercheur. C'est un sujet qui m'intéresse parce que je pense qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le patient et le système ». Donc, le titre montre que vraiment, j'ai un peu ce souci-là. J'ai une expérience à Gustave-Roussy où il n'y a pas que le président de la République qui passe, il y a des patients plus anonymes et la question se pose régulièrement de savoir comment on fait effectivement dans cet équilibre de relations en oncologie, qui est une maladie quand même très grave. Et puis, je fais partie du conseil de l'engagement des usagers à la Haute Autorité de Santé sous la coordination de Christian Saou, où je ne sais pas ce que j'apporte, mais en tout cas, je m'intéresse au sujet. Mais c'est pour vous dire que j'essaye de travailler le sujet parce que c'est quelque chose qui me frappe. C'est quand même difficile de rentrer dans ce sujet et d'essayer à la fois le légitimer et en même temps d'accepter d'être avec le recul pour souligner qu'il y a quand même des points qui parfois sont peut-être pas si simples que ça dans le propos. En tout cas, c'est comme ça que je vais m'efforcer d'avancer. Alors évidemment, on dit tous au début, n'hésitez pas à m'interrompre, mais je crois que c'est un système de chat. C'est un système de chat, en effet. Voilà, il n'y aura pas de prise de parole par nos 175 et plus participants. Et on a deux modérateurs qui lisent les questions au fur et à mesure. Si c'est vous, Monsieur Aubry, n'hésitez pas à m'interrompre de temps en temps parce que ça met un peu d'oxygène à la présentation. Et vous savez comme moi qu'actuellement, les formations à distance, on ne sait jamais vraiment en fait comment les gens réagissent. Et puisqu'on parle de relations symétriques, je demande une relation symétrique si possible pendant la présentation. Enfin bon, on fait ce qu'on peut après en fonction de l'évolution. Alors, je vais me mettre en diaporama. Je vous livre une question que vous traiterez peut-être, une question d'une de nos participantes qui vous traiterez peut-être dans le déroulé. Voilà, la e-santé n'est-elle pas à distance du patient? Est-ce un leurre dans l'accompagnement? Et nous verrons ça. C'est une très bonne question qui, d'une certaine façon, traverse la présentation. Alors, si j'y réponds maintenant, je tue ma présentation. Donc, vous l'aborderez à loisir. Voilà, c'est à vous. C'est vraiment, effectivement, une ligne de crête. C'est-à-dire qu'il y a du pour et du contre dans cette question du rapport à la e-santé. Alors, mon plan, il est d'essayer d'offrir des rappels, mais brièvement, parce que Mme Rosset l'a très bien fait sur engagement, empowerment, patient partenaire, e-santé. Ensuite, comment la e-santé favorise l'engagement patient, et puis discuter un peu justement cet impact de la e-santé sur l'engagement patient.
Alors, je vous rassure, c'est le transparent qui est le plus chargé, je pense, de ma présentation. En fait, quand on rentre dans le sujet, si vous voulez, on peut avoir une attitude qui est de donner des définitions. Et puis, plus on donne de définitions, plus moi, j'ai toujours le sentiment que finalement, la définition est assez malaisée. Parce que qu'on parle d'empowerment, d'engagement, je vais y revenir, d'adhésion, de participation, de patient partenaire, on touche à différentes notions, en fait, ou différentes actions que peut avoir le patient. Donc, il peut être impliqué, autonome, il peut être coproducteur, il peut y avoir une forme de prise de pouvoir aussi dans la relation avec les professionnels. Il y a aussi cette idée de capacitation, d'être autonome dans sa santé. Alors, donc, moi, je vais vous expliquer mon positionnement par rapport à ça. Je suis plutôt à utiliser le terme engagement. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes, mais sans en faire une affaire de doctrine qu'on doit imposer forcément. Donc, il y a la notion d'adhésion du patient qui a existé de très longue date, en fait, hein, et qui a au début, maintenant ça a changé, mais souvent été adossée à l'éducation thérapeutique et qui met vraiment l'accent sur les comportements vis-à-vis des propositions qui sont faites par les professionnels de santé lors de leur prise en charge. Donc, ça ouvre à des questions comme par exemple la littératie, c'est-à-dire le niveau de compréhension que les patients peuvent avoir par rapport à des formes de propositions d'éducation qui sont faites par les professionnels. Donc, c'est un domaine qui s'est installé et je suis sûr que parmi les participants, il y a des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi dans ce domaine et qui a ces caractéristiques dans une relation où, encore une fois, on essaye de comprendre le comportement du patient par rapport à des propositions. Dans la participation du patient, il y a eu un mouvement dans les années 2000 très fort sur les décisions partagées. Il est principalement anglo-saxon, on appelait ça le shared decision making. Alors, on l'appelle toujours, hein, c'est pas des sujets qui sont obsolètes. Donc, c'est un sujet qui a eu beaucoup de travaux sur la relation entre le patient et le médecin. Alors, quand je dis le patient, c'est évidemment avec son entourage, hein, on pourra y revenir, et notamment dans les décisions de savoir comment le patient peut aussi choisir sa décision thérapeutique par rapport à des bénéfices-risques, puisqu'il en est le propriétaire d'une certaine façon, puisque c'est sa vie et son expérience. Donc ça, c'est un sujet qui a aussi eu beaucoup de travaux et qui s'est installé dans le paysage. Après, il y a le patient partenaire qui s'est installé dans une vision de partenariat, donc, mais à tous les échelons du système de soins. Je vais y revenir. C'est très centré sur patient-centered care, qui est un mot-clé, généralement, qui essaye de dire il faut qu'il y ait une globalité des besoins et des expressions du patient qui soient prises en compte. Donc là, il y a une symétrie de relation, c'est-à-dire au sens où le patient a une voie d'expression et il a des préférences. Donc, il a des valeurs, des préférences, par exemple sur même les prises de rendez-vous en consultation, et on doit vraiment en tenir compte. Et puis, il a une forme d'expression qui doit être présente aux différents niveaux du système de soins. Il y a le patient empowerment, donc, qui est souvent employé, qui est des ressentis associés au contrôle de sa maladie en fait d'en être responsable et d'une manière autonome, donc qui introduit cette notion d'autonomie, vraiment en mettant l'accent là-dessus. Et puis, il y a le patient engagement. Alors, je l'ai mis en anglais, excusez-moi, parce que c'est venu en fait des pays anglo-saxons, donc je crois que Mme Rosset l'a rappelé. Il y a eu beaucoup de travaux, notamment anglais, anglo-saxons, avec Angela Coulter et d'autres. Il y a aussi le terme d'implication du patient, qui a eu, peut-être pour des positionnements aussi stratégiques par rapport aux autres concepts, mais une volonté d'intégrer les autres. C'est-à-dire, donc, c'est d'essayer de capturer tout le reste en disant qu'il y a donc de l'autonomie, du partenariat, de l'adhésion à des propositions, du shared decision making, qui distingue des dimensions donc à la fois comportementales, ce que le patient fait, cognitive, ce qu'il pense et connaît, et émotionnel, ce qu'il ressent. Et puis là-dedans, ce que j'aime bien, c'est le cadre de Karman,
qui a été repris d'ailleurs par les Canadiens et par l'équipe de Pascal Pommet après au nom du patient partenaire, mais au début c'est Karman. C'est donc qui a expliqué qu'il y a 2 critères dans l'engagement, le degré d'intensité et le niveau où il se situe dans le système de santé. Alors j'aime bien cette vision parce qu'elle elle apporte quelque chose autour de l'engagement. C'est d'abord de savoir où ça se situe. Donc vous avez cette colonne avec les niveaux. Donc vous avez la recherche, l'enseignement, les politiques de santé, les services et la gouvernance, et puis l'expérience individuelle dans le parcours du patient. Alors, souvent, au nom de la démocratie sanitaire, ce qu'on a pu observer depuis les années 2000, c'est qu'on a des participations d'usagers dans les politiques de recherche, dans l'enseignement. Donc, vous avez, par exemple, le Téléthon est un très bon exemple dans la recherche. Dans les politiques de santé, vous avez France Asso Santé donc, qui s'est installée avec une représentation sur les politiques nationales. Au niveau des gouvernances et des services, dans les hôpitaux, on a des représentants d'usagers. Et par contre, ce qui est sans doute le plus difficile, c'est le partenariat et l'engagement dans le parcours même, à titre individuel. C'est-à-dire, quand vous êtes malade, comment on assure que votre engagement est pris en considération. Et le deuxième axe de lecture, donc, c'est le continuum de l'engagement. Donc, vous pouvez être informé. Donc, si je continue sur gestion du parcours, mais vous pouvez l'avoir sur toutes les autres dimensions. Vous pouvez être informé sur le diagnostic ou le traitement. C'est un premier niveau d'engagement, mais qui est très basique. Vous pouvez être consulté sur votre perception, c'est-à-dire savoir, au fond, qu'est-ce que vous ressentez par rapport au traitement qui vous est proposé. Vous pouvez être en collaboration, donc avec un partage. Donc, on revient sur cette idée de décision partagée. Et puis, vous pouvez être dans une vision, si je puis dire, encore plus intense de l'engagement, accompagné dans le développement de vos capacités d'autogestion. C'est-à-dire que le système se met en accompagnement de votre préoccupation qui est de gérer votre santé vous-même. Alors, c'est très vrai, par exemple, dans le diabète, où on sent que, avec les avancées technologiques, le patient peut être de plus en plus autonome et donc le système de soins a sans doute comme enjeu de se positionner en accompagnement. Donc tout ça pour dire que sur ces définitions, il n'y a pas des repères très arrêtés. L'engagement est pour moi le concept le plus intégratif et qui apporte un peu cette idée de travailler à ce niveau-là sur la gestion du parcours, sachant que sur les autres niveaux, c'est un peu plus établi. Alors, sur la e-santé, quelques mots aussi. Donc là, de la même façon, vous allez me dire que c'est peut-être un trait de chercheur de jamais donner une définition claire, carrée et toujours avoir du doute, et je m'en excuse. Mais je crois qu'il y a 150 ou 160 définitions de la e-santé, donc je ne m'engagerai pas dans cette voie qui vous serait de vous donner des définitions très claires. Je crois que ce qu'il faut retenir dans ce vaste sujet, c'est le bloc de la télémédecine, qui est un système au nom de la e-santé où le patient ou les professionnels sont liés avec d'autres professionnels du système de santé. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le patient est en lien avec le système de soins. Alors que vous pouvez avoir des dispositifs d'application de e-santé ou même le recours à Internet, quand vous allez sur Google pour chercher de l'information, ou des réseaux comme Doctissimo, où là, vous n'êtes pas en lien avec le système de santé. Je pense que c'est cette césure qui est la plus importante. Puis l'autre chose qu'il faut dire sur e-santé, c'est qu'on assiste à un boom dans l'innovation qui est absolument incroyable, parce que je vous ai restitué, pour ne pas vous abreuver de chiffres, cette étude de The Economist, donc, qui est un journal reconnu, assez libéral dans son obédience, mais qui est très reconnu sur le plan international, et qui avait montré il y a quelques années l'adoption technologique, le temps qu'il faut pour qu'un quart de la population américaine adopte donc la technologie. Donc pour l'électricité, vous voyez, en 1873, il a fallu 46 ans pour qu'un quart de la population américaine adopte l'électricité. 35 ans pour le téléphone, 31 pour la radio, 26 pour la télé. Et si je continue, 16 pour le PC, 7 pour l'Internet, le web, et 2 pour le smartphone. Donc ça veut dire que ça va très vite, beaucoup plus vite qu'avant, dans l'adoption de l'innovation technologique.
Et je ne résiste pas à vous rapporter le passage qui avait été écrit dans cet article. Ils expliquaient que plus de 95% des gens regardaient leur smartphone dans les 5 minutes après leur réveil. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, c'est le cas, effectivement. Quand je m'observe, c'est pratiquement un des premiers gestes que je fais le matin. Et puis, ils avaient rajouté, je ne sais pas la méthode, ne me demandez pas, qu'ils ont employée, mais 25% des personnes utilisent leur smartphone pendant leurs activités sexuelles. Donc, je vous m'accorderai que c'est quand même une innovation de rupture, puisque c'est vraiment rentré dans le sens commun. Alors, une fois qu'il y a eu ces définitions et ces repères, la grande question, c'est de savoir comment la e-santé favorise l'engagement du patient. Elle le favorise d'abord dans les relations donc, entre professionnels de santé et patients. C'est la première voie. Donc, ça a été abordé, c'est tous les services à distance, c'est la télémédecine. Donc, vous avez des déclinaisons particulièrement multiples maintenant. Vous pouvez avoir la téléconsultation, donc, qui est très importante dans les zones rurales, où donc, vous avez un patient qui rentre dans une cabine et puis il y a un système à distance qui permet de dialoguer avec un médecin sans avoir sa présence physique. Vous avez des systèmes de piluliers, donc ça, vous avez énormément d'innovations qui essayent de comprendre comment, d'une certaine façon, un patient prend son médicament. Vous savez que vous avez des phénomènes de non-observance qui sont importants. Vous avez, alors évidemment, toujours sur ces piluliers électroniques, donc le fait que quand vous ouvrez la boîte, le couvercle, on enregistre un signal et on considère que vous avez pris le médicament. Donc évidemment, la question, c'est de savoir si quand vous ouvrez le couvercle d'un pilulier, vous prenez vraiment votre médicament. Donc maintenant, on a des piluliers, des pilules plutôt super intelligentes, c'est-à-dire que vous avez une petite puce dans le médicament et qui crée une réaction lorsqu'elle est en contact du suc gastrique et qui déclenche le signal disant que la pilule est dans l'estomac. Et je précède peut-être la question que je pourrais avoir qui m'a été posée un jour, mais est-on sûr que c'est l'estomac du patient et pas celui de son chien? Donc, effectivement, il y a toujours des interrogations par rapport à l'évolution de l'innovation technologique. Vous avez des smartphones, des capteurs, des serious games. Donc, vous avez un des plus connus qui est Voracifiche sur la rééducation des patients qui sont atteints d'AVC. Donc, c'est un système où des poissons attrapent des petits poissons. Et donc, en fonctionnant avec votre bras, le boîtier, vous faites une heure de rééducation. Puis, vous avez le phénomène de la domomédecine, qui est un phénomène de plus en plus important avec le vieillissement de la population. Certains disent que la chambre d'hôpital de demain, ça sera la maison du domicile du patient, en fait, et pas la chambre à l'hôpital, mais une maison qui sera truffée de technologies, comme sur ce dessin, avec des télés intelligentes, des piluliers intelligents, des frigidaires intelligents, etc., des balances intelligentes. Bon. Vous avez ensuite des systèmes de portail Internet patients. Donc, vous avez une application pour du suivi avec des infirmières qui peuvent être réelles ou virtuelles dans le suivi et dans les demandes des patients. Donc, nous, à Gustave Roussy, on a un système qui s'appelle Capri, où on a une application Capri pour les patients qui sont suivis sous thérapie orale, qui peuvent à tout moment contacter des infirmières de coordination et les infirmières répondent. Au Canada, vous avez un système où ce ne sont pas des infirmières, ce sont des infirmières virtuelles et des chatbots en fait, qui répondent d'une manière automatique. Je ne porte pas de jugement de valeur à ce stade sur évidemment ce que ça peut représenter. Ce qui est intéressant de voir dans ce mouvement, c'est qu'on va vers des parcours de soins intégrés de cette manière, c'est-à-dire qu'un des exemples les plus notoires, c'est Kaiser Permanente aux États-Unis. C'est un système d'assurance et d'offres. Quand vous êtes assuré Kaiser, vous avez une application où à tout moment, vous pouvez consulter votre dossier médical, vous pouvez faire de la e-prescription, donc renouveler des ordonnances, par exemple pour l'hypertension artérielle. Vous pouvez avoir un centre de rendez-vous localisé géographiquement par rapport au lieu où vous êtes, et puis un centre de messagerie. Donc, ça offre
par ce biais, évidemment, une autonomie pour le patient et une liberté plus importante que dans le système de soins traditionnel, puisque le patient peut se mouvoir comme il l'entend. Et c'est vrai que ça rejoint finalement un raisonnement qui est assez établi maintenant sur le parcours patient et sa coordination. Et c'est peut-être un des premiers points sur lequel je veux insister, c'est que le numérique dont je vous ai parlé, les télémédecines, les tablettes, la télésurveillance, et je pourrais en parler encore très longtemps avec l'intelligence artificielle, on a des travaux à l'heure actuelle à Polytechnique là-dessus, ce n'est qu'une composante du parcours coordonné et ça ne marche qu'en association avec le reste. C'est peut-être le premier point sur lequel je veux insister, c'est que le numérique et la e-santé en tant que tel n'ont pas de sens. C'est un levier au service d'un parcours et d'un engagement du patient, mais ce n'est pas la fin en soi. Donc ça doit se raisonner avec des modes d'organisation, des nouveaux métiers comme l'infirmière de coordination, comme l'autogestion par le patient lui-même, son comportement, par des actions publiques comme paiement au parcours, intégration structurelle, et par des formes de management. Je ne développe pas plus, mais c'est vraiment de dire que l'IA-santé en tant que telle, c'est un levier, ce n'est pas un objectif. Alors, le deuxième mouvement qu'on voit avec la e-santé, c'est que le patient il devient plus autonome. Il devient déjà dans son rapport avec le système de soins, mais il peut devenir plus autonome au sens où il peut aller chercher de la donnée et de la compréhension ailleurs que dans le système de soins. Donc, il peut d'abord être dans des informations grand public. Donc, il y a pas mal de sites personnels, de blogs. Je crois que Mme Rosset, vous en avez cité un que vous animez. Vous avez des sites communautaires et des médias sociaux comme Doctissimo. Vous avez des forums de production collective d'informations et de data-driven patients. C'est très à la mode de dire qu'on va recueillir de l'information par les patients, avec des comportements sur les modèles économiques qui ne sont pas très transparents. Donc, vous avez eu des scandales parce que vous avez des systèmes comme Patient Like Me aux États-Unis qui ont proposé à des patients atteints de maladies chroniques de remonter leurs données sur leurs effets indésirables et leurs ressentis en disant qu'en retour, gratuitement, ils avaient un benchmark avec d'autres patients de conditions similaires. Mais ce qu'oubliait de dire la société, c'est que le fichier qu'elle a constitué a été revendu à des labos pharma à des prix non négligeables, ce qui évidemment est un objectif du modèle économique qui est important à connaître quand vous êtes patient. Vous avez tous les outils qui vous permettent d'être dans l'automesure, donc à commencer par les montres connectées, et puis des capteurs qui deviennent de plus en plus développés, avec une tendance à vouloir les mettre le plus dans le corps plutôt qu'à l'extérieur du corps. Dans cette autonomie, vous avez aussi le mouvement de la médecine prédictive. Donc, à Gustave Roussy, par exemple, on a ce système maintenant où des patients qui ont des craintes de développer un cancer peuvent faire des tests génétiques alors qu'ils sont en parfaite santé pour savoir s'ils ont un risque de développement du cancer par les mutations. Et donc l'exemple le plus manifeste est celui d'Angelina Jolie qui a fait un article dans le New York Times en 2012, My Medical Choice, qui commence par justement cet argument qu'elle écrit l'article pour montrer à des femmes de conditions similaires qu'on peut se prendre en charge dans sa santé, qu'on peut être autonome dans cette gestion de sa santé. Donc, elle explique son histoire. Elle est, par ses deux filiations paternelle et maternelle, à haut risque de mutation BRCA1 et 2, qui sont des mutations qui sont à haut risque de développement de cancer du sein et de cancer de l'ovaire. Donc, elle fait un test génétique qui confirme qu'elle a les deux mutations. Et donc, elle a un risque élevé de développement du cancer du sein. La deuxième étape, c'est qu'elle fait une décision partagée, donc avec son médecin, comme je vous l'évoquais précédemment. Elle peut avoir dans la prévention du risque de développement du cancer et dans son suivi deux options, un suivi par mammographie rapprochée et une intervention chirurgicale, une mastectomie bilatérale. Et elle choisit la mastectomie bilatérale. Elle fera la même chose pour ses ovaires. Et le troisième point, c'est qu'elle explique « Je souhaite partager », donc elle se met en réseau d'une certaine façon, mon histoire pour que des femmes de conditions similaires comprennent qu'on puisse agir de la sorte. Et il y a eu un Angelina effect, c'est-à-dire que suite à sa déclaration,
son témoignage, beaucoup de personnes dans des situations similaires ont fait des tests génétiques. Donc, c'est pour vous dire qu'on arrive effectivement dans un engagement au sens où le patient peut être plus autonome. Donc, il peut, dans certains cas, il y a un auteur américain qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Eric Topol, qui a publié notamment ce livre « The Patient Will See You », dont le schéma est extrait, qui montre qu'un patient peut diagnostiquer par certains aspects lui-même une maladie, assurer une surveillance, s'autoprescrire, avec un lien avec le médecin, mais qui devient plus en pointillé que dans le système traditionnel. Donc ça, c'est une tendance assez forte. C'est la deuxième, au non-engagement. C'est cette idée qu'il y a un engagement qui est par une autonomie en dehors du système. Et donc, j'en viens un peu à la discussion, puisqu'il y a deux axes. Il y a un axe d'engagement avec le système, c'est-à-dire qu'on peut être suivi à distance d'une manière plus étroite et avoir des relations à distance avec des médecins et des professionnels. Et puis, on peut avoir un deuxième axe d'engagement qui, au contraire, s'éloigne du système de santé et qui vise à être autonome par soi-même en allant sur Internet, des réseaux sociaux ou autres, et en prenant des outils de suivi qui permettent d'être donc en capacité de surveiller sa maladie. Alors, ça pose beaucoup de questions, évidemment. Excusez-moi, du coup, il y a des questions éventuellement pour vous donner du souffle dans la configuration. Donc là, du coup, une question peut-être qui vient en lien avec ce que vous avez abordé, c'est dans la place laissée au patient dans la gestion de sa maladie. Est-ce qu'il y a une différenciation entre médecine de ville et médecine hospitalière? Pas à ma connaissance, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, la question, elle est un petit peu traversée, je dirais, par les statuts des spécialités médicales. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que toute cette question d'engagement essaye d'estomper une asymétrie entre le professionnel, le médecin, et le patient, qui est une asymétrie historique. C'est-à-dire que historiquement, le patient vient et écoute le médecin et, si je puis dire, obéit à toutes les consignes. Avec la notion d'engagement, il devient un partenaire et il devient plus libre. Et il essaye d'avoir une relation plus équilibrée. Et donc, évidemment, la manière dont ça se traduit concrètement dépend du statut des spécialités, parce que vous avez des spécialités qui considèrent qu'elles détiennent une expertise, à tort ou à raison, je dis bien à tort ou à raison, mais qui ne veulent pas partager ou qui ne considèrent ne pas devoir partager avec le patient. Bon. Et puis, vous avez d'autres spécialités qui considèrent qu'effectivement, ça devient de plus en plus évident qu'il faut avoir de la symétrie. Donc, je pense que le statut de la spécialité joue beaucoup. Il peut y avoir des questions générationnelles parce qu'on est dans des secteurs où on a été éduqué à des jeux de pouvoir aussi assez forts. Donc, quand vous avez passé toute votre vie à être mandarin, comme on dit, vous voyez, PUPH, une spécialité très noble, c'est pas évident de se remettre en cause sur une question de symétrie avec le patient. Encore que vous avez parfois parmi les meilleurs des gens qui sont d'une humilité, vous savez, souvent les meilleurs sont souvent les plus modestes, et les plus humbles dans la relation. Donc vous avez des comportements de professionnels qui sont variés par rapport, je dirais, à ces jeux de statut et jeux de pouvoir. Je serais incapable de vous dire s'ils sont plus fréquents à l'hôpital qu'en médecine de ville. On a tendance à dire peut-être plus à l'hôpital parce qu'il y a plus de concentration peut-être de pouvoir historiquement. Mais voilà, je ne m'aventurerai pas plus parce que je n'ai pas d'études en fait sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions ou... Il y en a une autre et puis après on vous laissera continuer de le dérouler. La médecine prédictive est-elle possible au regard de la loi française? Alors, elle pose des questions en regard de la loi française, ça c'est sûr. Elle pose des questions de confidentialité. Parce que, évidemment, si vous êtes diagnostiqué à haut risque de survenue d'un cancer quand vous avez 20-25 ans, c'est une épée de Damoclès, et c'est une épée de Damoclès par rapport à votre activité professionnelle et votre assureur. Parce que si votre assureur est au courant,
il peut logiquement avoir un comportement d'augmentation des primes, qui pose d'ailleurs une question de fond qui est souvent débattue, qui est le maintien des couvertures assurantielles comme la sécurité sociale, parce que si moi je suis d'une certaine façon maintenant trop âgé, mais mon enfant qui a 20 ans, s'il fait le test génétique, qu'il a un résultat qui montre qu'il a un risque de 80% de déclencher un cancer, il aurait plutôt tendance à être content d'avoir une protection sociale toute sa vie et de participer à alimenter ce système de sécurité sociale. Mais si son meilleur ami fait le même test et a 10% de risque, même si c'est une amitié profonde, est-ce qu'il trouve qu'il a à financer un système de protection sociale toute sa vie? Et ce que je vous dis n'est pas si éloigné d'une réalité, pas en France, mais aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des jeunes qui actuellement ne contractent pas d'assurance maladie individuelle en disant que c'est leur liberté et qui sont en parfaite santé. Donc le test prédictif, de ce point de vue-là, introduit par rapport à l'assureur un problème. Et par rapport à votre milieu professionnel, évidemment, à votre employeur aussi, parce que ça peut être une question sur le maintien d'un emploi d'une personne qui a un risque de déclencher un cancer. Donc, il va de soi que pour l'instant, toutes ces démarches sont sous couvert sous annonce d'un couvert d'anonymat. Je ne suis pas si optimiste que ça dans les faits, parce que quand on voit les abus qui sont passés aux États-Unis ces dernières années, au Canada, malgré la réglementation qui a été mise en place, vous avez des fuites, c'est-à-dire que vous arrivez malgré tout à recouper un petit peu. Donc, c'est vrai, un gros sujet. Je n'ai pas de réponse clé en main parfaite. Évidemment, la réglementation est indispensable. Je crains qu'elle ne soit pas suffisante et qu'on aura des débats là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres points où vous voulez que je vous laisse continuer. Merci beaucoup. Bon, super. Et merci des questions. Donc, le premier doute, c'est d'ailleurs en lien avec ces questions que vous posez. Hein. C'est justement, effectivement, on va vers des questions avec beaucoup d'incertitudes. Et ça pose la question, en fait, en matière de bien-être et de liberté. D'abord, ça peut être anxiogène de participer dans certains cas, parce que si je reprends les tests génétiques, si vous êtes à apprendre que vous avez un risque très élevé, vous vivez avec. Est-ce que c'est mieux que de ne pas le savoir? Bon. Maintenant, ce qui se passe par exemple à Gustave Roussy, tout le monde n'est pas éligible à l'heure actuelle, vous voyez, au test. C'est plutôt pour des personnes dont des membres de la famille ont développé un cancer. Et donc, on suppose dans la fratrie qu'il y a un haut risque et on vient plutôt confirmer la situation. Donc, ça reste encore sur des créneaux très, très, très ciblés. Le deuxième problème, c'est les fake news, parce que puisque on devient autonome dans sa santé, on va chercher de l'information sur Internet. Mais le meilleur côtoie le pire. Si je prends l'oncologie, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous avez, sur les médecines complémentaires, vous voyez des choses absolument délirantes. Donc, j'en raconterai qu'une. Vous avez, par exemple, sur le curcuma, qui est très développé. Donc vous avez généralement pas mal de publicité pour faire des cures de curcuma quand vous avez un cancer. Ce qui se passe, c'est que le curcuma, alors généralement c'est présenté parce que les Aztèques en ont fait une médecine majeure de leur temps. Bon, donc il y a une référence ancestrale. Il n'y a pas d'études qui le démontrent. Que ça a un effet. Généralement, ça ne doit pas faire de mal, mais on ne sait pas en fait. Mais ça n'a pas d'études qui prouvent que ça apporte un bénéfice en complément d'un traitement. Par contre, ça a un effet, c'est qu'à haute dose, ça a un effet de seuil on-off, comme on dit. C'est-à-dire que si vous avez une concentration de curcuma dans votre corps importante, on, vous accélérez en fait la vie de la chimiothérapie dans votre corps. C'est-à-dire que ça va plus vite, donc la chimiothérapie reste moins longtemps dans votre corps et donc elle est moins efficace. Donc le traitement en fait de base disparaît plus vite. Et donc vous avez à l'heure actuelle dans des consultations d'oncologie des patients qui arrivent en disant mais docteur, je suis guéri et c'est grâce au curcuma. Et quand on commence à débobiner un petit peu l'histoire, on se rend compte qu'il a pris beaucoup de curcuma, qu'il a évacué sa chimiothérapie. Comme il a évacué sa chimiothérapie,
il n'a plus d'effets secondaires de gènes, parce que c'est des thérapies qui ne sont malheureusement pas si anodines que ça. Et donc, il traduit l'absence de gènes par une guérison de la maladie, alors qu'en fait, c'est lié au fait qu'il n'a plus le traitement. Et c'est très difficile à remettre, si vous voulez, dans le bon ordre, parce que vous pouvez avoir des patients très convaincus. Donc, c'est assez compliqué, vous voyez, dans ces situations. Et puis, vous avez des trucs abusifs où, quand on pose la question, est-ce qu'il y a une étude qui l'a démontré, les gens disent, mais vous embarrassez pas avec toutes ces études scientifiques qui sont complexes, etc. Donc, des argumentaires un peu fallacieux. Vous avez un troisième élément, c'est si vous allez sur Internet dans un engagement, vous pouvez avoir aussi quand même une forme de liberté, effectivement, par rapport au système de soins. C'est que vous êtes plus libre parce que vous n'avez pas à appeler votre docteur pour un oui, pour un non. Mais certains disent qu'il y a une asymétrie épistémique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un contrôle par les opérateurs du numérique. C'est-à-dire que les opérateurs du numérique, chaque fois que vous allez sur un réseau social, sur Google, ils savent ce que vous faites et ils peuvent orienter vos comportements. Et donc, il peut y avoir de nouvelles formes d'aliénation. C'est-à-dire que vous mettez curcuma et puis, paf, 1 minute plus tard, vous avez une publicité pour acheter du curcuma. Et pour le meilleur ou pour le pire. Donc, liberté par rapport au système de soins, mais certains disent aliénation par rapport aux opérateurs numériques. Deuxième problème, c'est les défis d'implantation sur la e-santé. C'est-à-dire ça, c'est un phénomène connu. C'est-à-dire qu'à part les innovations de rupture comme le smartphone qui s'est imposé en une vitesse vertigineuse et très rapide, la majorité des innovations suivent la courbe que je vous présente, qui est le cycle de Gartner. C'est-à-dire que vous avez une illusion de départ, vous avez ensuite une désillusion parce qu'en fait, l'implantation est beaucoup plus lente que ce qui était prévu. Et vous avez ce qu'on appelle une maturation secondaire. Alors, si je prends par exemple au hasard un sujet qui fait toujours sourire en France, qui est l'implantation du dossier médical partagé. En 2004, Douste Blazy, et Emmanuel s'en rappellera certainement, annonce à corps et à cri qu'on va avoir un dossier médical partagé en France et on l'aura à la fin de l'année. Et puis, évidemment, il y a des années qui s'écoulent, des années, et ça ne décolle pas. Puis l'assurance maladie reprend le thème ces dernières années, commence à avoir une maturation au sens où ça se développe. Au passage, les promoteurs du départ ne sont pas là à l'arrivée. Donc, ils ne sont pas là pour savoir si l'innovation du numérique a réellement fonctionné. Donc, c'est pour dire qu'il y a l'implantation de la e-santé est beaucoup plus longue qu'on veut bien le dire dans les temporalités. C'est le moins de 2 ans est assez rare, c'est souvent entre 2 et 5, voire 5-10 ans, ce qui pose un problème de gestion de projet sur ces démarches, parce que parfois, il y a beaucoup d'innovations qui s'effondrent parce qu'elles n'arrivent pas à passer le cap. Après, vous avez du côté des professionnels dans la e-santé des problèmes, ils ne sont pas toujours au rendez-vous, les professionnels, que ce soit des médecins ou autres. D'abord, vous avez des questions d'information partagée, de coordination dans l'usage de la e-santé. Donc, si je prends le dossier partagé, il y a un cas célèbre. C'est le premier patient atteint d'Ebola est arrivé sur le sol américain. Donc, vous savez, Ebola, qui est un virus très, très dangereux, avec un taux de létalité important. Il est arrivé au service de réanimation de Houston, de l'hôpital de Houston, qui venait d'acquérir la dernière génération du dossier électronique, le Electronic Health Record. Donc, il en faisait une grande publicité. Et donc, l'infirmière qui est en réa remplit les 2 informations assez clés, provenance du Libéria et fièvre à 41, dans le dossier partagé, en présupposant que le réanimateur va lire immédiatement l'information et va réagir. Bon. Le patient est dans une chambre, je crois la chambre 1. L'histoire raconte que l'infirmière croise 2 fois le réanimateur dans les heures qui suivent, mais ne pense pas à lui dire, tu sais, chambre 1, tu as quand même un patient, il faudrait vraiment faire attention parce que ça peut être grave. Et le patient a le temps de contaminer les autres patients du service de réa, donc avec des conséquences tragiques. Et dans le débriefing, en fait, d'une manière très diplomatique, on comprend que le réanimateur ne lisait jamais une information quand elle était produite par une infirmière. Sous-entendu, tout ce qui est produit par une infirmière n'est pas intéressant. Donc, vous avez des questions, vous voyez, à nouveau de jeu de pouvoir, de statut dans ces formes de coordination et d'emploi de la e-santé qui sont assez diaboliques.
Vous pouvez avoir un phénomène d'infobésité, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand on met en place, par exemple, de la e-santé entre des patients et des médecins, très souvent, on a ce phénomène de boîte mail complètement asphyxiée au niveau des médecins et que finalement, ils ne rentrent plus dans la logique parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils reçoivent 80 mails avec des demandes qui ne sont pas forcément liées à l'expertise clinique. Si je me rattache à mon expérience en oncologie, vous pouvez avoir des questions comme est-ce que je peux aller à la piscine avec ma chimiothérapie ou est-ce que je peux prendre l'avion pour partir en vacances avec mon traitement? Ce sont des questions très importantes. Je ne remets pas du tout en cause l'intérêt de la question et la légitimité. Il faut que le patient la pose, mais ça ne nécessite pas forcément de contacter le médecin, l'oncologue référent. Donc, nous, on a beaucoup misé sur des acteurs intermédiaires, des infirmières de coordination qui gèrent un peu comme un triage toutes les demandes des patients et font l'interaction. Après, au niveau du patient lui-même, vous pouvez avoir des usages de la e-santé assez différents. Donc, c'est une étude qu'on a menée avec mon collègue Dumez, une étude pour essayer de donner une typologie. On a trouvé 4 cas, en fait, dans les 2 formes d'engagement dont je vous parlais, c'est-à-dire via les opérateurs du numérique et via le système de soins. Donc, si je prends le cas 4, c'est que vous pouvez avoir des patients qui développent une expertise autonome vis-à-vis du système de soins. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont dans un comportement où ils veulent avoir le moins de contact possible avec le système de soins ou qui ont eu des expériences malheureuses et veulent s'en éloigner. Donc, et qui considèrent qu'ils peuvent acquérir une expertise sur des points où aussi le système de soins n'arrive pas à offrir de réponse. Et il y a le système de soins qui est insatisfaisant dans certaines situations. Donc, ils mènent des actions autonomes et la relation avec le système devient distendue dans ce cas-là. Le cas 3, c'est une faible implication, le statu quo, c'est-à-dire que le patient, c'est le modèle paternaliste historique, c'est-à-dire qu'ils apprécient que les professionnels gardent le pilotage avec toute la symétrie d'information que ça représente. Ils ne vont pas tellement sur les opérateurs du numérique. J'attire votre attention sur le fait que même s'il y a un discours sur l'engagement du patient, vous avez encore pas mal de patients, en tout cas dans nos expériences en oncologie, qui sont dans ce modèle. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas trop être impliqués parce que c'est une source d'anxiété et ils considèrent qu'ils sont plus sereins, ils font confiance aux médecins et ils considèrent qu'ils sont plus sereins en n'ayant pas trop d'implication dans le choix des traitements, même si les professionnels leur proposent ou dans même les résultats qui leur sont proposés. Bon. Le cas 2, c'est une relation qui est co-construite avec le développement d'une expertise, c'est-à-dire qu'ils participent à un échange avec les professionnels, donc il y a à la fois l'engagement dans l'axe avec le système de soins, et il y a aussi l'engagement avec les opérateurs du numérique. Donc ça, c'est l'idéal parce qu'ils ont ils valident l'information des professionnels, enfin c'est l'idéal, ils valident l'information des professionnels sur Internet et ils débattent. Alors je me suis repris parce que parfois, en fait, le patient arrive avec de l'information et à nouveau, c'est le meilleur et le pire. Et donc, il y a une difficulté parce que les consultations, vous le savez comme moi, sont parfois très tendues en termes de temps. Et donc, on se retrouve dans des situations un peu compliquées où le professionnel se retrouve dans des explications et ça suppose beaucoup de temps supplémentaire, d'où l'intérêt des suivis à distance. En tout cas, c'est la manière dont nous, on a essayé de répondre à cette question. Et puis, vous avez la relation co-construite au sens où vous êtes dans l'engagement du système de soins et vous n'allez pas trop sur le numérique, vous n'avez pas trop envie. C'est aussi ce qu'on observe pas mal, c'est-à-dire que, par exemple, en oncologie, vous avez beaucoup de patients qui nous disent « moi, je n'ai pas trop envie d'aller sur Internet parce que je sais qu'on peut lire un peu tout et n'importe quoi et ça va me faire plus peur qu'autre chose ». Donc, vous voyez que vous avez une typologie qui est un peu éclatée et qui n'a pas une figure unique, si vous voulez, de l'engagement du patient dans la e-santé. Le dernier point sur lequel je voudrais arriver, c'est les évaluations et les études. Il y avait une question, je crois, qui était sur est-ce qu'on a des études sur… pas tant que ça, en fait. C'est toujours un peu l'éternel problème, c'est-à-dire sur tous ces sujets, quand on commence à regarder les résultats dans la littérature scientifique, on imagine que s'il y a de la e-santé, qu'il y a plus de liens avec le patient,
qu'il est plus à même d'aller chercher l'information sur Internet, ça va améliorer son expérience, sa qualité et peut-être son autonomie va se traduire par moins de venues hospitalières. Alors, vous avez énormément de rapports sur les dernières années qui ont annoncé monts et merveilles avec des économies extraordinaires, etc. Mais les résultats sont en fait assez modestes. Alors, ce n'est pas pour tirer la totalité de la couverture à l'équipe dont je fais partie, mais on a fait une étude d'un dispositif qui s'appelle CAPRI, de télésuivi des patients, encore une fois sous thérapie orale, où ils peuvent contacter à tout moment le système à distance. On a fait un randomisé contrôlé. On a montré que l'expérience du patient, les patients étaient beaucoup plus contents parce que les infirmières de coordination les aidaient notamment dans des phénomènes, évidemment des aspects de compréhension et puis aussi dans la résolution de problèmes du quotidien. Il y a un paquet de problèmes sur j'ai pas compris à qui je dois déclarer l'affection longue durée, j'ai une chimio éventuellement à domicile, mais qui vient la faire? Est-ce que c'est l'infirmière libérale? Quel matériel? Donc, il y a beaucoup d'incompréhension face aussi à des organisations qui sont un peu complexes. Sur la qualité, on a montré que ça améliorait la prévention de la toxicité et ça maintenait l'efficacité des doses. Et puis, on a montré que ça réduisait nettement les venues hospitalières. Donc, il y a un gain pour l'assurance maladie important. Donc, il y a des études comme ça, mais elles sont encore assez rares. Et je pense que ça reste un sujet qui est d'autant plus complexe que la méthode d'évaluation de l'innovation organisationnelle, puisque je vous ai dit que l'e-santé en tant que telle n'est pas un objectif, c'est la e-santé dans un parcours plus coordonné avec un engagement du patient plus affirmé. Et ce sont des innovations organisationnelles et ça pose des questions de méthode qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des randomisés, enfin de la recherche clinique. Donc en guise de conclusion, pour laisser un peu de temps, je dirais au plus, il y a la réduction de la symétrie d'information par rapport au système de santé, c'est-à-dire que la e-santé apporte un plus pour l'engagement du patient et la possibilité d'être moins dépendant d'un système qui est un peu en asymétrie par rapport à lui. Ça lui apporte de la connaissance aussi au niveau du patient. Ça lui apporte des nouvelles formes de pouvoir et d'autonomie, certainement, qu'il peut plus ou moins revendiquer selon un peu ses traits de caractéristiques personnelles. Ça apporte moins de recours, j'ai mis pas potentiel, puisque je viens de dire que les évidences ne sont pas encore très importantes au système de soins par une plus grande autogestion, parce qu'on fait toujours l'hypothèse que si le patient se gère mieux, d'une certaine façon, il y a des actes qui n'ont plus de raison d'être et puis sans doute des situations qui disparaissent, qui obligent à l'hospitalisation. Je dirais 3 mois, des différences entre les patients et sans doute, j'en ai pas parlé, mais parce qu'on ne peut pas évoquer tous les thèmes, mais des inégalités assez importantes aussi sur le recours à la e-santé et l'engagement que ça représente. Il est certain que les populations âgées, il y a quand même encore toujours cette question qui reste encore en 2021, quoi qu'on en dise. On parle de la réduction de la fracture digitale, mais ce n'est pas très simple. Des questions d'implantation, comme je vous disais, ça va beaucoup moins vite que ce qu'on veut bien dire. Et puis, en point d'interrogation, ce que je vous évoquais, c'est est-ce que finalement, avec la e-santé, on ne se crée pas des nouvelles formes d'aliénation, peut-être moins perceptibles, mais c'est-à-dire que vous devenez un peu dépendant des GAFA ou d'autres structures. Voilà les points. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Belle forme de conclusion. Donc, je vous réaffiche ainsi que Madame Rosset pour une question qu'on va vous poser à tous les deux et vous allez pouvoir répondre l'un comme l'autre. Une question qui se poserait, qui serait en tant que soignant ou en tant que même que, pourquoi pas, patient. On a des patients normalement peut-être connectés avec nous cet après-midi vu les profils des participants. Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques à réaliser des séances en e-santé ou en IETP, parce qu'on est aussi dans ce registre-là aujourd'hui autour de l'éducation thérapeutique. Voilà, faut-il des compétences, faut-il des prédispositions pour réaliser ce type de format de prise en soin autour de la e-santé ou de séances de IETP? La réponse spontanée, c'est oui, parce qu'évidemment, on se dit qu'il faut une formation
tant des professionnels d'ailleurs hein, que des patients sur tous ces sujets du numérique. Il y a tout le débat sur les savoirs expérientiels. Je laisserai Mme Rosset qui a certainement peut-être un point sur cet aspect. Après, la question, elle est presque en amont, si vous voulez, pour moi. C'est-à-dire que je vais vous répondre par une anecdote. Moi, je représente deux institutions, Gustave Roussy et Polytechnique, qui sont des institutions où je n'ai pas d'inquiétude sur l'innovation et sur la manière dont les patients et ces réflexions peuvent se développer et les formations peuvent se développer autour pour des patients concernés. Après, je suis originaire d'un petit village au fin fond du Béarn, à la frontière, pour être exact, entre le Béarn et le Pays Basque. Et je peux vous assurer que quand je vais dans mon village, je pense que les patients, tous ces sujets, ça leur passe au-dessus de la tête. Et ils en sont contents, par ailleurs. Hein. Alors, sans que ce soit péjoratif, par ailleurs. C'est-à-dire que vous avez des personnes dans ces villages qui sont très armées technologiquement dans la mesure du possible parce qu'il y a des problèmes de 3G, etc., mais qui sont très au fait. Bon. Mais vous en avez d'autres, ce n'est pas leur souci. Et donc, la grande question, pour moi, c'est surtout la question de l'implantation, si vous voulez, de tous ces sujets d'une manière qui soit la plus diverse sur le territoire. C'est-à-dire, il y a des risques d'inégalité très importantes. Et c'est un peu la question, c'est que ces aspects de formation, c'est de savoir s'ils vont se focaliser dans certains lieux ou est-ce qu'ils arrivent à diffuser d'une manière plus harmonieuse. C'est comme ça que je répondrai. Très bien, merci. Par rapport à ce que vous dites, il y a la question de pouvoir accompagner, c'est-à-dire que si une personne ne peut pas accéder à des moyens numériques, ben, ça peut être aussi une occasion de créer du lien avec elle, soit pour aller chez elle, soit pour l'inviter. Et par rapport à l'IETP, je pense que c'est important d'avoir une certaine alternance et gratuité dans ce qui est proposé. Je veux donner l'exemple d'une semaine d'éducation thérapeutique que j'ai vécue donc, avec des migrants qui vivent avec des maladies chroniques ou le VIH. Et ce qui nous avait frappé, c'est que le format une semaine entière, elles avaient l'impression d'avoir gagné une année entière d'ETP parce qu'il y avait le vivre ensemble. Et les médecins qui ont passé du temps avec nous, qui ont dormi sur place, ont appris des choses dont ils ont dit, en fait, je ne connaissais pas, j'ai beau poser toutes les questions que j'imagine, je ne connaissais pas toutes ces pratiques que j'ai entendues dans des échanges informels. Donc, cet informel et cette gratuité de la rencontre, comment l'imaginer à distance ? Aussi en formant des petits groupes. On a avec Internet la possibilité de créer des petits groupes de discussion, de laisser du temps de légèreté, c'est-à-dire pas être que dans l'enseignement, mais aussi un temps de rencontre entre les gens. Donc, s'il n'y a que la formule Internet, pensez à ça, ce temps de respiration, puisque finalement, ce qui aide quand même beaucoup dans l'éducation, c'est déjà aussi de créer des liens. Et quand on crée des liens, on arrive mieux à développer des projets ensemble. Et si on peut avoir une alternance avec des temps peut-être à distance et d'autres en présence, si c'est possible. Mais j'avoue que nous, à Connexion Familiale, quand on a lancé maintenant nos premiers modules pour des gens en province, le fait qu'il y ait quelqu'un à Beyrouth, il ne va pas venir. Donc oui, on ne la verra jamais peut-être en présentiel. Et puis une dernière question qu'on va à nouveau poser à tous les deux, le cas échéant. Comment promouvoir la e-santé ? Peut-on imaginer des applications pour créer le lien entre patient hospitalisé aux urgences et son spécialiste ou en dehors de la présence d'un spécialiste dans les murs de l'hôpital ? Voilà. Comment promouvoir la e-santé ? Ce n'est pas la e-santé qu'il faut promouvoir, c'est le lien. C'est-à-dire que la e-santé n'est pas un objectif. Je crois que ce qui est important, c'est de se dire quel est le besoin. Et face au besoin, de se dire comment je peux y répondre. S'il n'y a pas d'autre réponse que Internet, pourquoi pas ? Mais ne jamais avoir oublié, être vraiment très créatif sur toutes les possibilités pour que la e-santé ne soit pas centrale. Si elle est centrale, mais elle ne doit jamais devenir l'objectif, elle ne doit être qu'un moyen. Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Madame Rosset, c'est un peu ce que je disais aussi, c'est que c'est un moyen, pour être court, le temps passe, mais c'est un moyen et non une fin en soi. J'ai deux expériences un peu à l'esprit. Il y en a une il y a 1 an ou 2, je crois. J'avais été invité sur des forums citoyens donc par le cabinet du Premier ministre. Donc j'étais très flatté.
je me suis retrouvé face à 4 tables de patients où j'ai présenté un topo qui n'était pas très loin d'ailleurs de ce que je vous présente aujourd'hui. Franchement, l'échange, je me suis demandé ce que ça... Alors, c'était peut-être la qualité de ma présentation qui n'était pas bonne, hein, ça, on ne peut pas l'exclure. Mais je me suis demandé un peu à quoi ça pouvait servir. Donc, j'ai un peu le sentiment que c'est dans l'action, premier élément, que se fait l'apprentissage, beaucoup plus que sur un enseignement théorique, en situation, en fait, surtout sur des sujets comme ça. Après, le deuxième thème que je vous dirais, c'est que c'est vraiment l'expérience qu'on a à Gustave Roussy. Et ça rejoint ce que dit Mme Rosset, c'est-à-dire qu'il y a une application où les patients peuvent contacter Gustave Roussy pendant toutes les journées ouvrables de la semaine. Mais ce qui fait la réussite du système, ce n'est pas l'application, c'est qu'ils ont des infirmières derrière qui peuvent les rappeler par téléphone. Et le téléphone en 2021, d'une manière presque paradoxale, reste une innovation majeure. Et ces infirmières ont créé un lien avec des patients et d'une certaine façon, ça reste modeste, mais ont résolu une partie de la question qui est quand on n'est plus à l'hôpital, on a un sentiment d'abandon parce qu'on sait plus, il y a une rupture assez forte pour les patients et on a beaucoup de mal à contacter la structure en règle générale, les annuaires téléphoniques, etc. Et donc, avoir un lieu où vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez dialoguer, créer du lien, échanger sur des questions alors très diverses. Je crois que c'est ça le cœur, si vous voulez, au final, c'est que ces patients, à un moment, ont une confiance dans le système et quelque part, j'ai un peu le sentiment que ça joue presque sur leur comportement. C'est-à-dire que comme ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en symétrie avec eux, bah, ça les incite à être plus motivés. C'est comme ça que je vois les choses. Mais ça, on n'a pas démontré sur l'augmentation de motivation. On travaille dessus, d'ailleurs. Très bien. Dans mon travail, Vous aurez le mot de la fin. Au niveau de la solidarité, j'ai créé des cafés papotes qui sont par Internet. Donc, on se retrouve 1 heure par semaine pour échanger à bâton rompu. Et en fait, en créant cette gratuité, on résout plein de choses sur notre travail. Donc, garder ces espaces de rencontres informelles, gratuites et d'autres temps plus structurés. Merci à vous deux. On a plein de messages de remerciements dans le fil de discussion. Donc, merci pour vos 2 présentations. Madame Rosset, merci professeur Mainvielle pour votre présence et ces échanges complémentaires, voilà, où il y a eu des parallèles, où il y a eu des croisements sur vos prismes et vos regards. Donc, merci pour cette richesse. Merci aux participants. On va rappeler quelques éléments et puis Monsieur Ruche, professeur Ruche, conclura vraiment ce premier webinaire. Ce temps de vidéo a été enregistré. Merci à nos 2 intervenants pour ce faire. Donc, le temps de mettre en forme ces enregistrements, vous retrouverez ces enregistrements sur la plateforme du site internet du pôle de compétences. Vous dire que nous le souhaitons et nous verrons le champ des possibles produire un livre à la fin des 5 webinaires qui reprendra ces interventions le plus possible. Vous dire que bien sûr, cette série ne fait que commencer. Il y a 4 webinaires à suivre. N'hésitez pas à diffuser dans vos réseaux professionnels, universitaires, associatifs, les liens pour s'inscrire au futur webinaire. Le suivant est sur la littératie en santé. On parlait de fracture numérique, fracture digitale. Et donc, la littératie en santé va être questionnée aussi par ce prisme-là. La littératie digitale en santé, la translittératie. On aura des orateurs de France et du Québec lors de ce prochain webinaire. Et puis, peut-être quelque chose très en écho avec le webinaire d'aujourd'hui, le webinaire numéro 4, qui soulèvera des questions d'éthique par rapport à la e-santé et par rapport à la façon dont elle est mise en œuvre ou elle est projetée dans sa mise en œuvre. Voilà, merci à tous et je laisse le professeur Ruche conclure. Ah, alors, vous donne la possibilité de reprendre. Merci, merci Jean-Denis. Le maître du monde pendant ces 2 heures. Merci beaucoup à nos 2 intervenants qui nous ont vraiment apporté 2 interventions très riches et à la fois très différentes et très complémentaires. Vraiment, grand merci à vous.
y aurait plein d'éléments de discussion à engager et nous n'en aurons pas le temps, mais c'est en même temps, je dirais, l'exercice de ce webinaire. Personnellement, j'ai deux interrogations en vous écoutant et peut-être qu'on pourra compléter la discussion à un autre moment sur, je sens une tension sur l'utilisation de cet outil ou de ces outils que l'on pourrait rassembler autour de la e-santé sur les dimensions individuelles et collectives, avec peut-être le risque d'avoir des outils qui se développent dans une approche plutôt individuelle et des opportunités qui restent de pouvoir construire des collectifs avec ces outils malgré tout. Et puis peut-être aussi une interrogation que j'ai autour de l'équilibre entre une dimension Zoé et une dimension BIOS, comme pourrait le dire Hannah Arendt, c'est-à-dire entre des outils qui peut-être focalisent sur une dimension physique et biologique d'abord, biologisante, et puis peut-être des usages qu'il faut réfléchir en termes sociaux et politiques autour de cette e-santé. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir proposé ces éléments de réflexion et certainement de discussion encore à venir. J'en profite également pour remercier Clarisse et Latifa de toute l'aide qu'ils nous ont apportée pour la réalisation, et puis pour toutes les autres personnes que je n'ai pas citées, mais qui sont aussi à l'œuvre pour la réalisation de ces webinaires. Merci à vous et bonne soirée, si je puis dire. Bonne soirée à tous. Rendez-vous le 11 mars à 13h30 pour le prochain webinaire. Merci, bonne soirée, au revoir.